Donc, je vais vous parler aujourd'hui de travaux pour revisiter l'épidémiologie du paludisme au Sahel dans l'objectif d'adapter les stratégies d'intervention. C'est une thématique qui est un peu générale pour l'axe géoépi et assez centrale, puisque, par exemple, Madi Sissoko pendant sa thèse et Cédric Bationneau encore utilisent des données de surveillance des systèmes des programmes nationaux pour analyser l'impact des interventions dans l'objectif, bien sûr, de les adapter. Ici, on va se focaliser davantage sur les résultats obtenus dans le cadre d'un projet de recherche, donc des données collectées spécifiquement pour la recherche, et principalement au Sénégal. Et donc je vais suivre un plan classique pour discuter d'abord l'incidence du paludisme clinique et ensuite les effets sur le portage asymptomatique, pour ouvrir sur des perspectives de discussion et notamment d'interventions futures potentielles. Le paludisme, je vais faire des rappels rapides. C'est une maladie qui est provoquée par un parasite du genre Plasmodium, transmis par des moustiques Anopheles. Il y avait 250 millions de cas dans le monde en 2022 et 620 000 décès. Si vous voulez tout savoir sur le paludisme, il y a un très bon podcast qui s'appelle Mécanique des épidémies, un épisode sur le palu, c'est fait par Renaud Pierroux, c'est très bien, et les autres maladies aussi. Pour ce qui est du palu au Sahel, ça représente environ 20% des cas du paludisme mondiaux. Et c'est une incidence qui était en baisse depuis les années 2000, mais qui, depuis 2018, se stabilise, voire même réaugmente dans certains pays. Au Sahel, les cas de paludisme sont concentrés sur 4 à 6 mois pendant la saison des pluies, pendant une saison de haute transmission liée à la saison des pluies. Et durant la saison sèche, on a un portage asymptomatique qui représente un enjeu assez important, puisque c'est le réservoir à partir duquel la transmission va recommencer lorsque la saison des pluies redémarre. En résumé, j'avais préparé des diapos, mais je ne tiendrai pas le temps si je vous les présente. Donc, en résumé, l'épidémie historique du paludisme dans cette région, c'est une maladie transmise en saison des pluies avec des infections asymptomatiques en saison sèche, un fardeau majeur chez les plus jeunes enfants, chez les 0-4 ans, et un risque qui décroissait avec l'âge, avec d'une part la fréquence des cas cliniques, des formes sévères et de la mortalité qui décroissait avec l'âge des individus. Les niveaux de parasitémie, la probabilité d'être infecté décroissaient également avec l'âge, et la contribution des individus à la transmission décroissait également avec l'âge. Et donc, la plus grande partie du paludisme était portée par les enfants de 0 à 4 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Pourquoi je parle d'épidémiologie historique ? C'est parce qu'entre 2000 et 2021 ici, si on regarde un peu le Sénégal, on avait une couleur qui était quasiment uniforme entre 400, 500, 600 épisodes de paludisme pour 1000 personnes par an. Et en 2021, on a au contraire une carte qui est globalement beaucoup plus hétérogène, avec encore des incidences assez élevées dans le sud-est, donc dans la région de Kédougou, mais une grande partie du pays qui est quasiment exempte de paludisme. Ça représente à peu près 80% de diminution sur ces 20 ans. Et principalement, 3 activités sont à l'origine de cette baisse. D'abord, à partir de 2005, l'utilisation de traitements combinés à base d'artémisinine, qui est un traitement efficace qui a remplacé la chloroquine qui ne l'était plus, qui du coup permet d'éviter qu'une personne ayant eu un épisode, ayant été traitée, fasse des rechutes. Ensuite, à partir de 2008, on a eu, ou 2010, des moustiquaires qui ont été largement déployés et qui ont permis de limiter les contacts entre les vecteurs et les humains, et donc de diminuer la transmission de façon très conséquente. Et enfin, à partir de 2013, on a eu la chimioprévention du paludisme saisonnier, qui est une stratégie qui consiste chaque mois de la saison de haute transmission, donc 3 ou 4 mois dans l'année, à donner aux enfants de moins de 5 ans ou au Sénégal moins de 10 ans un traitement curatif et prophylactique contre le paludisme qui va les protéger jusqu'au passage suivant, ce qui permet du coup de les soustraire à la fois de la transmission et de diminuer leur risque de faire des épisodes cliniques et des formes sévères. À l'échelle du Sahel, c'est un peu la même chose qui s'est produite, la même diminution, même si on voit que le Sénégal est un des pays qui a le mieux réussi à faire diminuer l'incidence. La comparaison des couleurs montre vraiment l'impact qu'ont pu avoir en grande partie les traitements efficaces et les moustiquaires, et par la suite, par-dessus, la chimioprévention.
qui n'est administré que dans la bande nord, au nord de ces pointillés à peu près, donc dans la bande vraiment sahélienne où il y a une saison de transmission très marquée. Alors, donc, les stratégies de lutte ont considérablement réduit l'incidence. On a une autre chose qui est un peu moderne, disons, c'est l'utilisation de PCR. Enfin, c'est moderne relativement, mais ça permet vraiment pour le palu, par rapport aux méthodes qu'on utilisait précédemment, la microscopie, de voir beaucoup plus d'infections et donc de mesurer mieux qui sont les porteurs, même avec des faibles quantités de parasites. Donc ça permet de mieux caractériser le portage asymptomatique, dont je vous ai dit que c'était un élément important. Et donc, on peut se poser la question de savoir quels sont les changements dans l'épidémiologie du paludisme suite à cette forte baisse de transmission et à la mise en place d'une campagne qui protège les plus jeunes enfants. Qui sont donc aujourd'hui les individus les plus touchés par le palu et par le portage? Et qu'est-ce que ces informations-là peuvent nous apprendre sur ce qu'on pourrait faire de plus pour finalement faire disparaître le paludisme complètement du Sénégal et faire progresser le reste de la région sahélienne vers l'élimination? J'en profite ici pour présenter les deux co-investigateurs principaux des études dont je vais vous parler, El Hadj Ba à Dakar au Sénégal et Issaka Sagara à Bamako au Mali. Et bien sûr, rendre hommage à la participation de tous les agents de santé communautaire, personnels de santé et de recherche qui ont participé à ces travaux. Et donc cette première partie donc, qui porte sur l'incidence du paludisme clinique à Kédougou, c'est le travail que Betty a commencé en master et qu'elle continue pendant sa première année de thèse. Il s'agit de décrire l'incidence du paludisme clinique, de mettre en évidence les changements d'épidémiologie et d'identifier d'éventuels défauts dans la stratégie de chimioprévention telle qu'elle est appliquée actuellement au Sénégal, dans la région de Kédougou. Et pour se faire cette étude, c'est une analyse écologique de données de routine qui ont été collectées dans 30 villages de l'Observatoire de santé de Bandafassi, qui font partie de l'Observatoire de population de Bandafassi, et pour lesquels donc on a collecté à la fin de l'année la liste des cas diagnostiqués positifs de paludisme par 28 agents de santé communautaires et 2 postes de santé, ce qui couvre une population d'environ 10 000 personnes. Et on a pu agréger ces cas par classe d'âge de 5 ans et par semaine et par village. En regard de ça, on a un dénominateur qui est la population par classe d'âge et par village pour chaque année, qui est obtenu grâce au recensement qui sont menés par les études démographiques de cet observatoire. Dans cette région, donc, on a bien les différentes campagnes dont je vous parlais, à savoir la chimioprévention du paludisme saisonnier, de la lutte antivectorielle avec des moustiquaires et de l'aspersion intradomiciliaire d'insecticides pour empêcher la transmission à l'intérieur des maisons. Et quelque chose qui est très important au Sénégal, qui est l'accès aux soins au niveau communautaire, donc par ces agents de santé, qui est gratuit à la fois pour les tests et pour les traitements. Donc qui permet à chacun d'aller se faire tester et traiter en cas de fièvre. Donc, après 10 ans de CPS, donc c'est pas 30, c'est 31, 29 agents de santé communautaire et 10 000 habitants, on a enregistré plus de 6 000 cas, ce qui fait une incidence d'environ 314 cas pour 1000 personnes par an. Donc c'est une diminution assez importante par rapport à ce qu'on voyait sur les cartes de 2020, c'est diminué à peu près de moitié. C'est pas aussi fort que dans le reste du Sénégal, mais c'est diminué d'à peu près de moitié. Si on regarde la dynamique au fil des saisons de transmission, ici vous voyez 2 années, 2020 et 2021, vous voyez qu'on n'a quasiment pas de cas durant la saison sèche, une augmentation très rapide de l'incidence au mois de juillet, donc quelques semaines après le début de la saison des pluies, un creux ou un plateau haut, puis un deuxième pic en fin de saison. Donc ça n'a pas tellement changé, ça reste une maladie saisonnière, et durant cette période-là, on a vraisemblablement des porteurs qui vont permettre de faire redémarrer la transmission. Si on regarde maintenant quelles sont les classes d'âge qui sont affectées, on observe que les 2 tranches d'âge qui sont protégées par la chimioprévention saisonnière, les 0,4 ans et les 5-9 ans, sont les classes d'âge qui ont des incidences parmi les plus faibles. Et au contraire, ce sont les enfants de plus de 10 ans et les jeunes adultes qui ont la majeure partie de l'incidence de cas cliniques.
C'est un peu, pour comparer, on peut prendre des données qui ont été obtenues à Kédougou en 2009-2013, où sur les cas, une série de cas à peu près assez similaires, la médiane d'âge était de 13 ans, alors qu'ici elle est de 17 ans, donc il y a une grosse augmentation de l'âge des cas. Comment ça compare avec l'épidémiologie historique? Ici, c'est un peu dangereux parce que c'est deux régions différentes, mais globalement, à Dielmo, entre 90 et 2012, donc un autre village du Sénégal, on avait plus de 3 épisodes par an et par enfant pour les 0-4 ans, et une baisse de l'incidence assez forte en fonction de l'âge, comme je vous le disais. Et là, ici, j'ai superposé donc, en vert les données de Dielmo et en gris les données du graphique que je viens de vous montrer sur la diapo précédente. On voit qu'en fait, la diminution de l'incidence, elle est très hétérogène, elle a fortement touché les catégories d'âge les plus jeunes, et elle semble beaucoup moins forte, ou en tout cas beaucoup plus limitée, pour les personnes plus âgées. Si on regarde de façon un peu plus précise ce qui se passe au cours de la saison de transmission pour les différentes classes d'âge en dessous de 20 ans, ici, donc, en rouge, vous avez les enfants de 0 à 4 ans, en vert, les enfants de 5 à 9 ans, donc les deux groupes protégés par la chimioprévention, et en bleu et violet, les deux groupes d'âge juste au-dessus, donc il y a une incidence beaucoup plus forte. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au sein des deux groupes protégés par la CPS, on a des oscillations de l'incidence qui semblent faire des pics à distance de la semaine où il y a eu la campagne, qui est marquée par les pointillés, et qui diminue de nouveau après chaque passage de CPS. Et effectivement, si on fait le modèle de ça, on constate qu'on a un risque relatif beaucoup plus important de faire un épisode de paludisme au fil du temps où on s'éloigne du précédent passage de chimioprévention. Et notamment, à partir de la 4e, 5e et 6e semaine, là, le risque augmente assez fortement. Donc, la chimioprévention du paludisme, elle procure une bonne protection, mais pas complète. On a une augmentation des cas à partir de la 4e semaine depuis le dernier passage, et on a aussi une incidence qui est plus haute, je vous le montrer ici, chez les 5-9 ans que chez les 0-4 ans. Donc c'est une mesure qui est perfectible. En conclusion de cette partie, donc, on a pris l'exemple du Sénégal parce que finalement, avec la stabilité dont a bénéficié le pays et la capacité de déployer de façon assez efficace et complète les interventions, c'est un bon modèle de ce qui peut se passer dans les différents pays du Sahel. On a eu une diminution de la transmission, mais une persistance, et notamment dans les régions de l'Est, du Sud-Est. Une modification de la répartition de la morbidité en fonction des classes d'âge. Et le fait que si on veut garder cet état de fait, on ne peut pas enlever cette chimioprévention, il faut la continuer tant qu'il existe de la transmission. Cette intervention, elle protège certaines classes d'âge, mais elle ne fait pas diminuer la transmission du paludisme. Du coup, on peut se demander, malgré tout, dans ce contexte-là, où se trouve le portage et qui sont les porteurs. Et donc, c'est l'objet de la deuxième partie, et plus précisément de l'étude de cohorte du projet Mars, qui visait à caractériser ce portage pour essayer d'aider à concevoir des interventions qui permettraient d'améliorer l'élimination du paludisme. Et je présente ici les membres du CESTIM qui ont participé. Eva sur la partie Sénégal, Madi et Abdoulaye sur la partie au Mali, et Jean et Marc Karim pour la conception et la méthode. C'est une étude qui se déroule donc au Sénégal, dans la région de Kédougou, au Mali, au centre du Mali, à côté de Bamako, et au nord Mali, dans le district de Diré. Pour plus de clarté ici, et parce qu'on attend encore certains résultats de labo pour le Mali, on va se focaliser sur les résultats qu'on a obtenus pour Kédougou. L'étude ici, c'est une cohorte ouverte par ménage. On a échantillonné des ménages et on a inclus tous les habitants qui étaient consentants pour participer dans les ménages sélectionnés. 4 enquêtes de prévalence ont été conduites entre avril 2021 et mars 2022. Un suivi hebdomadaire de la mobilité, l'enregistrement systématique des cas de paludisme confirmés par test rapide dans tout le village, et une approche quali avec des entretiens individuels et une partie plus avec des focus group autour de l'acceptabilité d'interventions potentielles. On a détecté la présence de paludisme chez les individus qui participaient aux enquêtes par test rapide, par microscopie et par PCR.
Et je vous présente des analyses stats préliminaires faites par Eva de régression logistique pour essayer de voir quels sont les facteurs associés entre le genre et les classes d'âge associées au portage du paludisme en fonction des 2 saisons qu'on a regardées, saison sèche et saison des pluies. En termes de suivi de la population, donc la population cible, c'était 600 individus. Il y en avait 582 inclus à la première enquête, dont 74% ont été suivis sur toute la durée de l'étude. Au total, il y a eu 763 participants, donc avec des personnes qui pouvaient être absentes à une visite ou alors remplacées au sein du même ménage. Que ce soit en saison sèche ou en saison des pluies, on a à peu près la même répartition en classe d'âge et entre les hommes et les femmes. On a une plus forte population en hivernage, ce qui correspond à des gens qui reviennent pour aider aux travaux agricoles, mais pas de modification de la structure de la population. La prévalence au fil des saisons, et je l'ai ici représenté sur le graphique de l'incidence. En saison sèche, au mois d'avril, on avait 10% de porteurs. Au mois de juin, au début de la saison de transmission, on en avait 6. Et au mois de novembre, vers la fin de la saison de transmission, on était passé à 18% de personnes qui étaient infectées. Parmi toutes ces personnes, il y en avait très très peu qui avaient des symptômes. La plupart étaient tout à fait bien portants. Si on regarde qui étaient les personnes infectées pendant la saison sèche, on voit que globalement, on a un niveau qui est environ du 10% pour toutes les classes d'âge à partir de 10 ans, et que ce sont les classes d'âge qui sont sous la protection de la CPS lors de la saison précédente, qui, elles, ont des niveaux plus faibles, significativement pour les enfants de moins de 5 ans, avec un odds ratio à 0,1, et de façon non significative pour les 5-9 ans, avec un odds ratio à 0,6. Quand on regarde pendant la saison des pluies, on observe qu'on a cette fois 3 classes d'âge qui se détachent avec des fortes prévalences et des odds ratios significativement plus élevés que la classe de référence qui est ici les 0,5 ans, les 15-19 et les 20-24 ans et les 30-49 ans également. Et à présent, donc en saison sèche, on avait un risque plus fort pour les hommes. Ce n'est plus le cas en saison des pluies. Le risque est aussi élevé pour les hommes que pour les femmes. Si on compare les 2 graphiques, on peut voir qu'il y a 4 classes d'âge dans lesquelles la prévalence augmente fortement avec la saison des pluies. Ce sont les 0,5 ans, qui partent de bas, qui restent bas, mais malgré tout, ça augmente beaucoup. Les 15-19 et les 20-24, qui eux augmentent assez fortement, et les 30-49 ans, cependant que les 10-14 et les autres classes d'âge plus âgées présentent une prévalence stable. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Globalement, l'évolution de l'épidémiologie du paludisme, c'est qu'avec la baisse de la transmission et la chimioprévention, les 0,9 ans sont maintenant protégés par la CPS. C'est améliorable, mais c'est globalement efficace. Le fardeau majeur, il porte sur les 10-24 ans, avec les plus jeunes de cette classe d'âge, donc les 10-14, qui ont beaucoup de cas cliniques, mais finalement pas une très forte évolution du portage entre les différentes saisons, et les 15-19 et les 20-24, qui ont une augmentation forte du portage en saison pluvieuse, avec beaucoup d'épisodes cliniques pour les 15-19 ans et moins d'épisodes cliniques pour les 20-24 ans. Les adultes plus âgés, malgré tout, ils sont concernés avec des cas cliniques et du portage en saison sèche comme en saison pluvieuse. En termes de perspective de la suite de ce travail, il va bien sûr falloir identifier les facteurs associés au portage et à la survenue d'épisodes cliniques. Et on a pu collecter pour les cas cliniques des échantillons sur papier buvard qui vont pouvoir être génotypés. Donc on va pouvoir également essayer de suivre la transmission, non plus du point de vue des individus qui sont infectés, mais de la circulation des parasites. La question que je posais un peu en entrée, c'est comment intervenir en plus dans ce contexte pour essayer de diminuer la transmission. Un élément dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais c'est le fait que c'est difficile à présent de renforcer la lutte antivectorielle, parce qu'on fait le maximum pour lutter contre les moustiques à l'intérieur des maisons, et donc une grande partie de la transmission, elle s'est déplacée à l'extérieur des maisons, où c'est beaucoup plus difficile de faire en sorte que les gens ne soient pas piqués par les moustiques, parce qu'on manque de méthodes vraiment efficaces et applicables de façon simple. On peut bien sûr améliorer un peu la chimioprévention, comme on l'a montré à la fin de la partie 1, puisque
dès que l'écart entre 2 passages dépasse 5 semaines, on a une forte augmentation de l'écart. Donc on peut limiter les écarts à moins de 5 semaines de préférence, tous les mois, donc essayer de vraiment se respecter ces mois. Et quelque chose qui est déjà prévu par le Programme national de lutte contre le paludisme du Sénégal, augmenter le nombre de passages et rajouter un passage à la fin de la saison de transmission pour couvrir vraiment toute la saison. L'autre aspect, qui était mon hypothèse un peu de départ, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur le portage. On peut essayer de diminuer le portage en début de saison de transmission et en fin de saison de transmission pour justement couvrir toute cette bande de 10% des personnes de 10 ans et plus qui sont porteurs au long cours. Donc ça peut se faire par une intervention de traitement de masse qui, si elle a l'effet qu'on espère, pourrait permettre de raboter à la fois le pic de début et le pic de fin de saison de transmission, si on la répète 2 fois. Et au cours de la saison, on a vu que les 15-24 ans notamment, ils présentaient une forte augmentation de leur portage, ce qui laisse penser qu'à ce moment-là, ils vont continuer de se faire piquer et être infectieux pour les moustiques. Et donc là, il y a un enjeu pour définir une intervention avec eux qui permettrait de surveiller plus facilement s'ils sont infectés ou pas et de les traiter, sachant qu'en fait, ils ne sont probablement pas assez symptomatiques pour aller consulter. Et donc, il y a vraiment quelque chose à réfléchir autour de ce groupe d'âge-là. Il y a bien sûr un défi, c'est celui de leur participation. C'est des jeunes adultes qui ont donc ce plus fort risque de portage, mais c'est aussi ceux qui ont le plus fort risque de refuser de participer à des interventions. Ça a été montré à Tambacounda dans un essai de traitement de masse, et ça a été également montré par les études qu'a fait Eva avec l'aide de Valérie Ride et des collègues de l'ISED à Dakar, où prospectivement, ces classes d'âge-là apparaissent comme les plus à risque de refuser de participer. D'où un enjeu de co-construire ces interventions avec les communautés, et c'est l'objet des projets qui sont en cours de soumission. J'en terminerai avec des remerciements, et j'ai presque pas dépassé. Merci à tous.